Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce programme du projet Voix de paix qui s'intéresse aujourd'hui à la compréhension, à l'appropriation, mais surtout à l'application des mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Ce n'est aujourd'hui un secret pour personne que l'application de ces mesures barrières est dictée par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement camerounais pour limiter la propagation de cette maladie ne sont pas acceptées par une grande partie de la population. Le respect de ces mesures barrières a parfois fait l'objet de polémiques et même des tensions au sein de nos communautés. Toutes ces frustrations peuvent conduire à la radicalisation, engendrant ainsi des violences extrémistes qui, dans un contexte d'insécurité, peuvent devenir des terreaux fertiles pour les groupes extrémistes. Pour en parler aujourd'hui, nous avons dans ce studio autour de notre table Roland Guy-Aimé Bitoumou, qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 3e. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Merci, bonjour. Et je voudrais remercier le programme Voix de paix pour l'honneur qu'il me fait de participer à cette émission. Et nous avons également autour de notre table Abdelkader El Badré, qui est l'imam de la nouvelle grande mosquée de RDC dans la ville de Maroua. Bonjour, imam. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Et je remercie également Voix de paix qui m'a convié à cette assise de pouvoir peut-être apporter un plus du côté de la communauté musulmane de Maroua. Docteur Céline Maïrescu, qui est le point focal Covid-19 dans la région de l'extrême nord. Elle est en service à la délégation régionale de la santé publique pour l'extrême nord. Bonjour madame. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. En réalité, il s'agit du Centre régional de prévention et de lutte contre les épidémies qui, dans le cadre de la gestion de la pandémie à Covid, travaille aussi pour cette épidémie-là. J'ose espérer que ma présence pourra améliorer la compréhension de la population en ce qui concerne les mesures barrières. Merci. Madame, monsieur, merci d'être présent. Et pour planter le décor, je vous invite à suivre avec moi ces quelques réactions des citoyens qui évoquent les frustrations suscitées par l'application des mesures barrières captées par nos reporters. Moi, je constate qu'au sein des populations, elles sont beaucoup plus frustrées parce que vous savez, si chez nous, surtout dans cette partie septentrionale, il est de coutume quand on veut, n'est-ce pas, exprimer sa joie envers un tierce, il faut les accolades par exemple, il faut se serrer les paumes de main et puis surtout dans les sarrés, quand on y va pour rendre des visites, on doit rester ensemble sur des nattes, tout ça, c'est-à-dire signe de convivialité. Donc c'est toutes ces restrictions, n'est-ce pas, dues au Covid-19. Donc ces mesures barrières font des frustrations, je crois, pour ma part, au sein des populations. Les frustrations liées aux mesures barrières, on peut déjà penser au port du cache-nez qui, pour certains, est très étouffant. Voilà, il y a également les victimes, par exemple, de certaines maladies comme l'asthme qui ne se sentent pas à l'aise avec. Et puis, pour les femmes, par exemple, qui aiment se maquiller, porter le cache-nez, n'est-ce pas, cache leur maquillage et, disons, une partie de leur beauté. Et souvent, quand on retire le cache-nez, on se rend compte que tout le maquillage qu'on s'est mis est resté sur le cache-nez. Donc, c'est assez dérangeant. Tout d'abord, c'était stressant parce qu'il fallait s'éloigner de tout le monde, rester confiné à la maison. C'était assez stressant et surtout avec l'arrivée du Covid, on se demandait comment fallait faire, comment affronter la maladie et tout le reste. Et puis, il fallait plus sortir, rester confiné, plus de marcher à l'école, il fallait respecter des mesures ultra strictes. Et aussi avec la famille, il y avait aussi une barrière qu'on devait s'imposer. Et la population rencontre plusieurs difficultés. Par exemple, quand on dit peut-être de fermer peut-être le bar. Voilà, par exemple, mon activité
voilà, c'est mon entreprise que j'ai créée. On me dit de fermer ça. Et ça, c'est un peu difficile de respecter cela. Parce que c'est mon activité principale. Si je ferme ça, ça freine mon développement. Vous venez de suivre les réactions de quelques citoyens sur les frustrations que peuvent engendrer les mesures barrières. Monsieur le sous-préfet, quelle analyse vous inspire ce point de vue? Merci. Je crois que ce que les populations ont dit est très évident. C'était compliqué pour nous, même autorités administratives, d'obliger nos populations à changer d'habitude. Comme ils l'ont si bien dit, véritablement, on n'avait pas de choix. Il fallait tout simplement obliger les populations à respecter ces mesures, bien que cela ait eu des effets très néfastes au niveau de la cohésion, au niveau des activités économiques, des revenus des familles et autres. Mais c'était le prix à payer. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Abdelkader El Badré, vous qui êtes leader religieux, ces avis des populations, qu'est-ce que ça vous inspire? Dans les règles de la prière, oui, tout est édicté, tout est là. Si je parle de la distanciation sociale, vous voyez qu'il y en a ceux qui ne vont jamais accepter, même si c'est au prix de leur âme. Ça, c'est une information que je vous donne. Je ne suis pas en train de supporter ce que les gens disent. Nous, on fait ce que nous, on peut faire à notre niveau, n'est-ce pas? Maintenant, il reste à savoir, est-ce que le musulman lambda qui vient se placer derrière nous, est-ce qu'il peut nous accepter? J'ai eu beaucoup de problèmes, surtout au moment où on faisait l'exégèse du Saint-Coran. J'ai eu beaucoup de difficultés à ces personnes-là, n'est-ce pas, de leur demander d'être... Ce n'est même pas la prière, juste, n'est-ce pas, juste une exégèse du Saint-Coran. Je leur demande, n'est-ce pas, d'avoir une distanciation. Mais j'ai eu des problèmes. Ils disent que ce n'est pas maintenant que l'islam a commencé. Donc, dans ce cas, c'est aux imams, n'est-ce pas, d'avoir le toupet de bien réfléchir comment faire pour amener la population à bien observer ou bien de comprendre ça, de ne pas comprendre ça négativement. Merci beaucoup, l'imam. Docteur, quelles sont ces réactions? En quoi cela vous inspire? Alors, je crois que quelque part, je me retrouve un peu dans ces réactions-là, même qu'étant personnel de santé. Donc, je crois que même si au départ, ça a été brutal de le faire, avec le temps aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'expérience, nous avons beaucoup plus d'avis à donner pour pouvoir expliquer pourquoi ces décisions ont été prises. Ok, merci beaucoup, merci docteur. L'imam, vous disiez tout à l'heure que ça a généré des frustrations. Et quelles sont les actions que vous avez menées à votre niveau sur le terrain pour amener les populations à adhérer au respect de ces mesures barrières sans créer pour autant de frustration? Exactement. Nous avons souvent, n'est-ce pas, nous sommes rapprochés des personnels de santé, parfois. Par exemple, il y a eu beaucoup des émissions que j'ai participé, ça m'a, n'est-ce pas, édifié. Oui. Donc, surtout qu'au niveau des mosquées, beaucoup de gens, par exemple, non seulement au niveau de la mosquée, je parle de la communauté musulmane. D'aucuns pensent que c'est une maladie qui concerne les Blancs. Ça, c'est d'abord, il faut prendre ça entre guillemets. Oui. Et ensuite, maintenant, c'est à l'autorité, que ce soit administrative, au niveau, n'est-ce pas, du public, et maintenant au niveau des mosquées, c'est à nous, les imams, à les amener. Et ça n'a pas besoin que tu leur dictes ça. Ça a besoin que tu sois, n'est-ce pas, de quelqu'un qui connaît comment la pédagogie par laquelle tu peux leur amener à comprendre ça. Par exemple, moi, j'ai demandé à mes fidèles, je les ai toujours rappelé qu'au moment où je fais l'exégèse du Saint-Coran, premièrement, tout le monde d'abord doit faire les ablutions. Dans les ablutions, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le lavage des mains. Surtout chez nous, on n'a pas, beaucoup de gens n'ont pas accepté ça. Bon, les gens le font. Oui. Et quand ils viennent au niveau de la mosquée, je n'accepte pas que ces gens-là se regroupent en un seul endroit. Monsieur le sous-préfet, dans le cadre de l'application de ces mesures barrières, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau en tant qu'autorité administrative pour amener les populations à adhérer à ces mesures barrières sans pour autant créer des frustrations? S'il n'y a pas la population à Maroua 3e, je crois qu'on ne nommerait pas un sous-préfet là-bas. Mon intérêt était donc de protéger cette population. Et pour ce faire, pour les amener à bousculer leurs habitudes, il fallait leur expliquer. Ce n'était pas une contrainte. Vous avez vu dès le premier jour, lorsqu'on trouvait 3 ou 4 personnes à bord des motos, on les interpellait. Oui.
Et on avait compris que c'était une mauvaise méthode qui pouvait, à la longue, radicaliser les uns et les autres. Nous avons, sur instruction du gouverneur, demandé que lorsque les gens sont à bord de moto, qu'on les oblige à acheter les cache-nez. Et généralement, ça a fait beaucoup d'argent à nos jeunes qui étaient là tout autour. À la fin, tout le monde a compris, les mototaximens eux-mêmes, les populations et les autres. Donc, c'était tout simplement un problème de message. Comment véhiculer le message? Nous sommes unanimes aujourd'hui que nous n'avons pas quand même atteint la catastrophe qui a été projetée. On peut s'en féliciter. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. C'est vrai que le sous-préfet avait déjà essayé d'évoquer les efforts fournis par les services de santé publique. Mais à votre niveau, au service, à la cellule de gestion du Covid dans la région de l'Extrême-Nord, qu'est-ce qui a été fait pour faire adhérer les communautés et ne pas générer des frustrations à l'issue de l'imposition de ces mesures barrières? Alors, initialement, les messages ont été donnés, les messages étaient clairs. Il était question pour nous, au niveau de la santé, de réadapter un peu ces messages-là pour qu'ils ne viennent pas comme une agression auprès de la communauté. Oui. Et nous, personnels de la santé, on s'appuie toujours sur les autorités administratives, les leaders traditionnels pour véhiculer le message. Donc, nos messages sont formulés. Nous avons une panoplie d'affiches qui nous permettent de transmettre ces messages-là. Et nous travaillons avec les leaders religieux, avec les influenceurs d'opinion. Et nous avons aussi dû revenir un peu à ce qu'on appelle la communication de risque et l'engagement communautaire. Parce que quand la communauté se sent impliquée dans la gestion de sa santé, elle est plus à même de s'approprier ou alors d'accepter ce qu'on lui propose comme activité ou alors comme intervention. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Heureusement que pour la région de l'Extrême-Nord, toutes les autorités administratives étaient avec nous. Et donc, le message a quand même pu être transmis un peu plus facilement sans trop de casse. Oui, vous dites que vous travaillez avec le leader religieux et les leaders traditionnels pour faire véhiculer le message. Quel message, en quelque sens, le téléspectateur qui est en train de nous regarder, qu'est-ce qu'il doit retenir? Alors, initialement, il était question de... c'est ne pas sortir quand on n'a rien à faire à l'extérieur. Oui. Il fallait bien expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas sortir. Est-ce que c'est même il ne faut pas sortir? C'est si je n'ai rien à faire à l'extérieur, du genre rien du tout, juste pour me balader, il est préférable que je reste à la maison. Mais si je suis obligée de sortir, il faut que j'essaye de tenir une distance d'1 mètre avec les autres. Si je ne peux pas tenir cette distance-là, il faut que je porte le masque. Si je peux porter le masque, il faut que je sache que je vais porter le masque et le changer toutes les 4 heures, s'il est jetable. Oui. Si je ne peux pas porter le masque jetable, je porte un masque en tissu qui est lavable et que je peux utiliser encore. Maintenant, il y a des façons de faire pour que la communauté... Déjà, quand on dit d'acheter le masque, c'est un problème. Avec les leaders traditionnels, les autorités administratives, même les ASC, il y a des façons de fabriquer eux-mêmes les masques qu'ils peuvent utiliser. Donc, quand on met déjà ça, on donne déjà à la communauté une façon de pouvoir gérer même cette histoire de masque-là. Ça fait qu'ils peuvent accepter ça facilement. Parce que quand on a commencé avec le masque jetable, c'était tout un problème. Parce que quand on faisait rapidement le calcul, le masque, c'était à l'époque, je crois, 1000 francs ou 1500. Il faut qu'on porte 4 dans la journée. Ça fait autour de 4500, 5000 pour un membre de la famille, et en plus on leur demande de ne pas sortir. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Il fallait donc revenir à la base, discuter avec les leaders traditionnels et religieux. Les religieux. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire cette chose-là? Comment est-ce qu'on fait? Au décours des discussions, donc, on trouve la bonne façon de donner l'information et puis de voir comment est-ce qu'on applique ces règles-là. Monsieur le sous-préfet, comment est-ce que vous avez pu toucher les leaders traditionnels pour qu'ils puissent véhiculer ces messages? Le docteur venait de dire qu'au début, c'était environ 4500 par jour qu'il faut utiliser pour s'acheter des masques jetables. Comment est-ce que cette maman qui est au fin fond de son village, qui ne connaît même pas de quoi il s'agit, comment est-ce que vous avez fait? Tout à fait, comme je l'ai dit tantôt, nous avons la chance qu'à chaque fois que nous faisons face à une telle situation qui nécessite une mobilisation communautaire, que nous puissions nous appuyer aussi bien sur les autorités traditionnelles, les leaders religieux et les influenceurs de l'opinion. Oui. C'était très compliqué, le docteur l'a dit, pour une famille qui déjà en temps normal ne peut pas
dépenser ce montant pour se nourrir, aller dire qu'aller acheter 4 masques qui reviendront à 4 000, 6 000, c'était pas facile. Heureusement, on a quelque peu reçu des appuis multiformes. Il y a les élites qui se sont impliquées en octroyant des cache-nez, des seaux, du savon pour le lavage des mains et autres. Mais également le gouvernement de la République, le chef de l'État en premier, qui a envoyé un grand stock de masques. Ces masques ont été distribués à ces communautés. Mais je dis, la gestion de cette pandémie jusqu'à présent a prouvé quand même que quand les Camerounais sont un peu disciplinés, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Mais au début de la pandémie, des voies et des tensions ont été observées dans certains lieux de culte dans la ville de Maroua, suite à l'application des mesures barrières. Comment est-ce que vous avez parvenu à gérer ce genre de tensions? Merci. Je voudrais dire que, contrairement à ce que l'opinion a voulu faire comprendre, il n'y avait pas qu'au niveau de la communauté musulmane que les gens n'ont pas accepté l'application de ces mesures. Oui. Vous savez, l'arrondissement de Maroua 3e peut être considéré comme un arrondissement qui accueille beaucoup d'espaces de prière. Oui. La cathédrale, les églises évangéliques, baptistes, fraternelles, luthériennes, tous ces gens n'ont pas accepté du coup ces mesures. Parce que, dites-vous, 50 personnes, pas plus, qui devaient être là en train de compter le nombre de fidèles qui devaient venir à l'église. Alors, combien de pasteurs, combien de prêtres avons-nous dans nos paroisses pour que les messes soient dites avec 50 personnes en une journée? Si on compte, il y a des messes qui enregistrent 3000. Si on divise 3000 par 50, vous voyez le nombre de cultes qu'il fallait dire par jour. Oui. Donc les gens étaient réticents, les gens ne voulaient pas. Et vraiment, nous étions obligés d'aller leur expliquer. Moi, je me rappelle que j'étais obligé d'aller arrêter un culte de Pâques à l'église évangélique, ce qui n'a pas été du goût des fidèles qui ont failli me prendre à partie. Heureusement, la chance, c'est que je ne me suis pas introduit à l'intérieur du temple. Je suis resté et j'ai demandé qu'on fasse venir le pasteur. Eux qui avaient déjà pris part aux différentes réunions, au cours desquelles ils ont pris des engagements. Donc, vraiment, ce n'était pas facile, comme je l'ai dit au départ. Ce n'était pas facile. Mais il fallait bien que les uns et les autres comprennent que ce n'était pas un coup d'État, entre guillemets, contre eux. C'était qu'on voulait sauver la population. Et au fur et à mesure que les informations remontaient, que les réunions se tenaient, les uns et les autres comprenaient qu'il n'était jamais question soit d'aller contre la religion. D'ailleurs, les écoles avaient été fermées. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. L'imam, vous qui étiez, entre guillemets, dans le feu de l'action, comment est-ce que vous avez géré cette situation? La première chose, c'était d'abord d'amener les fidèles à comprendre que cette maladie existe et qu'elle a existé avant, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien depuis le temps de ses disciples. Il fallait chercher, n'est-ce pas, des sources dans, n'est-ce pas, la tradition prophétique. C'est ce qu'on a fait. On a cherché des hadiths, n'est-ce pas, on les a ramenés dans l'histoire. Ça veut dire qu'au temps de Omar ibn al-Khattab, il y avait eu une pandémie pareille qui a fait à ce que, n'est-ce pas, Omar a empêché les mosquées de fonctionner. Parce qu'il fallait préserver l'intérêt général ou bien la santé de tous qui a tué beaucoup de disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fallait ramener l'histoire pour que les gens comprennent. Et puis il fallait en même temps les expliquer que l'islam, n'est-ce pas, va toujours de pair avec la science. Parce que les docteurs, les grands docteurs du monde ont montré que cette maladie existe. En disant même un verset, « Fas'alou ala zikri in kuntum la ta'alamun » demandez les gens de connaissance si vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas être spécialiste en tout. Ici, dans la pandémie, le coronavirus, c'est les docteurs qui connaissent. Tous les docteurs du monde sont unanimes que ça tue. Et voilà comment ça s'éparpille, ça se propage dans la communauté. Donc voilà pourquoi les gens ont accepté au premier temps, même si la majorité n'a pas accepté. Mais les religieux, n'est-ce pas, et surtout
les profanes ont quand même pu accepter. Les mosquées sont fermées, mais c'est pour un temps. Ils ont accepté que ça soit pour un temps. Heureusement, le gouvernement a été très sage, n'est-ce pas, de ne pas laisser, surtout de permettre la réouverture en observant bien sûr les mesures édictées. Et ces mesures-là ont permis à ce que, n'est-ce pas, les mosquées soient ouvertes. Et c'est à ces mesures-là que nous, les imams, nous sommes étalonnés dessus pour amener les fidèles à comprendre, bien que la majorité actuellement ont compris la nécessité, n'est-ce pas, d'appliquer les mesures barrières en dehors de ce que je vous ai dit, la distanciation sociale au niveau des mosquées. Alors, docteur, monsieur le sous-préfet et l'imam nous ont expliqué un peu comment est-ce qu'ils ont géré ces conflits, ces tensions qui ont été engendrées par l'application des mesures barrières. Alors, quelles sont les mesures mises en place aujourd'hui pour que les populations puissent facilement accepter l'application des mesures barrières pour qu'il n'y ait plus de frustration comme par le passé? Alors, les questions de tension et de violence en période de crise, je crois que les crises sont différentes et les réactions des populations sont différentes aussi. Vous allez voir que nous, au personnel de santé, quand on va commencer à parler, on parle à un niveau et puis on s'arrête, on dit que maintenant, les autorités administratives, les leaders, maintenant, vous allez nous aider pour la suite. Parce que nous, on va s'arrêter à proposer des actions qui peuvent aider, prendre en charge les cas, dire comment est-ce qu'il faut faire, mais pour l'application, ça peut peut-être être de notre ressort. Monsieur le sous-préfet, vous savez, autant moi que dans des situations où il y a des tensions, surtout dans les lieux de culte, ça rend le terrain fertile pour les groupes extrémistes de venir facilement enrôler les jeunes, les femmes et même les hommes âgés. Comment est-ce que vous avez essayé de réfléchir sur des mesures qui peuvent faire en sorte que dans l'avenir, des situations pareilles ne se produisent? Nous nous sommes appuyés sur les leaders religieux, nous sommes appuyés sur les autorités administratives pour que le message-là passe au niveau des églises et mosquées, sans que nous-mêmes nous soyons à l'intérieur pour leur expliquer. Nous avions déjà excusez-moi, les chargés de mission, les porte-paroles qui étaient donc les leaders religieux, l'imam l'a dit. Il a trouvé les moyens pour expliquer à la population le bien fondé. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Mourir parce qu'on ne voudrait pas porter le cache-nez, ou alors porter le cache-nez et continuer à prier. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. L'imam, quelles sont les mesures qui sont mises en place au niveau de votre mosquée pour que le terrain ne soit pas fertile aux groupes extrémistes? En réalité, ce n'est pas facile du côté de la mosquée parce que souvent nous entendons partout dans le monde, c'est la mauvaise compréhension de la religion qui amène, n'est-ce pas, aux gens de se radicaliser. Souvent, vous voyez que certains fidèles qui ne connaissent pas bien l'islam et qui veulent l'appliquer, c'est là il y a le problème. Tu ne connais pas quelque chose, mais tu as l'enthousiasme de l'appliquer. C'est là où nous avons ce genre de population-là qui nous cause des problèmes. Parfois, ça nous amène à descendre chez eux à la maison avec toutes les preuves, n'est-ce pas? Bien que lui, il n'a pas étudié. Nous cherchons un bon nombre de hadiths. On lui montre si c'est la religion que tu veux, voilà. Et si tu veux mettre le désordre, nous, on peut te dénoncer au niveau de l'administration. Bien qu'au début, on dit que nous sommes des corrompus. On nous a donné de l'argent, voilà pourquoi nous adhérons à ce que le gouvernement dit. Bon, aujourd'hui, tout ce langage-là a disparu, je pense. Mais continuons de ne pas, n'est-ce pas, amener les uns et les autres de se radicaliser. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, entre mourir et respecter les mesures barrières, le choix est vite fait. Protégez-vous et protégez les autres. Nous avons eu autour de cette table M. Roland Guy-Aimé Bitoumou. Il est le sous-préfet de la commune d'arrondissement de Maroua 3e. Nous avons eu également M. Abdelkader El Badri, qui est l'imam de la nouvelle grande mosquée de Ardé, c'est dans la ville de Maroua. Et nous avons également eu le docteur Céline Maïrouskou, qui est le point focal Covid-19 dans la région de l'extrême nord. Elle est en service à la délégation régionale de la santé publique. Mesdames et messieurs, chers panélistes,
merci pour votre disponibilité, surtout pour vos contributions à la compréhension et à l'assimilation des mesures barrières pour éviter la radicalisation, mais surtout éviter que le terrain soit fertile pour les groupes extrémistes. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres.